Et avant de commencer, je ne sais pas si certaines d'entre vous connaissent déjà Social Builder, mais je vais rappeler très rapidement ce que fait l'association. Donc, on est une association, euh, on existe depuis une dizaine d'années et on œuvre au quotidien pour favoriser l'inclusion des femmes dans les métiers du numérique, parce qu'on est parti d'un constat, c'est qu'il n'y a représenté que 27% des effectifs, alors même que c'est un domaine en tension avec des besoins. Et pour faire bouger un peu ces chiffres, on agit sur trois axes. La sensibilisation sur ces thématiques d'inclusion, que ce soit auprès des apprenantes qu'on accompagne, des entreprises, des partenaires, de nos formatrices. La formation, donc on prépare les femmes dans leur reconversion professionnelle ou leur formation sur ces métiers du numérique ou encore des formations dédiées à l'entrepreneuriat avec un focus digital. Et puis l'insertion professionnelle, puisque l'objectif ensuite, c'est pour nous, c'est que ces femmes puissent bien sûr se former, mais ensuite intégrer le marché du travail dans les métiers du numérique et qu'elles puissent y durer très longtemps. Voilà pour vous rappeler très rapidement les grandes lignes de Social Builder. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Anne-Claire Leca, comme je l'ai dit, qui est fondatrice d'Eco Factory, qui accompagne des podcasteuses et des podcasteurs et les studios indépendants. Elle vous l'expliquera mieux que moi. Euh, D'ailleurs, je lui donne la parole dès maintenant. Anne-Claire, Bonjour à toutes, je suis ravie d'être avec vous. Vous m'entendez bien? très bien. Je ne sais pas si vous savez, mais vous pouvez utiliser des petites réactions en bas à droite de Zoom. Il y a un petit smiley avec marqué réaction. Et si c'est encore un peu impressionnant d'ouvrir le micro, vous pouvez utiliser des petits cœurs, des petits pouces, etc. Et ça me permettra, là par exemple, je viens de mettre un petit cœur pour vous dire que je suis hyper contente d'être avec vous. Et ça me permettra de voir un petit peu quelles sont vos réactions en live pendant cet atelier. Je suis ravie d'être parmi vous et on va discuter. On a 1 heure et demie devant nous pour cet atelier-là. J'ai préparé un certain nombre d'éléments à vous partager sur cette thématique de lancer son propre podcast avec un biais professionnel, puisque c'est en lien avec la mission de l'association Social Builder. Et ensuite, à l'issue de cet échange pour lequel je vous partagerai des pistes de réflexion, mais aussi des outils, des choses qui sont très concrètes, on aura une session questions-réponses pour qu'on puisse échanger sur les réflexions qui auront émergé lors de cet atelier. Je vais partager mon écran. Voilà. Donc, l'atelier podcast, tous les conseils avant de lancer le vôtre. Une petite introduction, puisque j'ai envie de me présenter pour que vous sachiez qui je suis et d'où je parle. Donc, je m'appelle Anne-Claire Leca. Je suis la fondatrice de Eco Factory. Ça fait 4 ans et demi que je suis entrepreneur dans le sujet des podcasts. Depuis 2018, j'investigue ces secteurs, je fais plein de propositions et j'ai accompagné des dizaines et même des centaines, si on compte les événements que j'ai organisés, donc des centaines de podcasteurs indépendants et des studios également, à faire grandir leur podcast. Moi, mon obsession, c'est de faire en sorte que vous puissiez du coup faire connaître votre podcast, toucher les gens à qui vous vous adressez et surtout que les gens à qui vous vous adressez, ils tombent sur votre podcast parce que je suis persuadée qu'il a beaucoup de valeur et il sera très utile pour ces personnes à qui vous l'adressez. J'habite à Barcelone aussi. C'est une ville qui m'est très chère, que j'aime beaucoup. Et avant Barcelone, j'habitais à Paris, où je travaillais en agence de communication. Donc c'est là, notamment, et aussi par mes études, que j'ai pu développer mes compétences en communication, en marketing digital. Et c'est ces compétences que j'applique aujourd'hui à mon sujet passion, qui est le podcast. Donc, je suis vraiment à la croisée des chemins entre stratégie de communication, marketing digital, stratégie de marque appliquée à la création de contenu pour toucher une audience et créer une communauté. Vous pouvez me retrouver si vous avez envie sur LinkedIn, donc mon nom
Anne-Claire Leca. Sur Instagram, EcoFactory, où je vais plus partager des coulisses de mon activité, ce que je fais, partager un peu mes écoutes, créer des débats, créer la conversation. Et sur ma newsletter, où là, je vais partager des conseils encore plus développés, des études de cas, des outils, voilà, plein de choses que j'ai beaucoup de plaisir à créer pour les podcasteurs et podcasteuses indépendants. Mais avant de se lancer dans le dur de cet atelier, j'avais envie de savoir, vous, quel était votre projet? Vous êtes aujourd'hui connecté à cet atelier podcast. J'imagine qu'il y a peut-être quelque chose derrière votre tête. Est-ce que c'est c'est de la simple curiosité? Est-ce que vous avez vraiment un projet de podcast qui est en train de mûrir dans votre tête? Est-ce que vous avez déjà lancé votre podcast? Vous avez déjà mis la machine en route? Est-ce que vous écoutez des podcasts? Vous avez envie d'en lancer un? Est-ce qu'il y a des questions auxquelles vous avez envie que je réponde aujourd'hui? N'hésitez pas à les partager maintenant dans le chat. Je vais arrêter le partage pour pouvoir regarder la conversation et voir quelles sont vos réponses. Donc, Alexandrie, tu dis c'est de la curiosité pour ma part. J'en écoute plusieurs et j'adore. Ça commence souvent par là. Le début des podcasteuses, c'est souvent parce qu'elles en écoutent beaucoup et elles ont envie aussi de passer de l'autre côté du micro. Cindy qui est dans le e-commerce et avec des articles qui sont personnalisables et inclusifs. Et j'aimerais lancer un podcast sur la neurodiversité. C'est un sujet qui est encore peu développé. Je connais des super podcasts sur le sujet, notamment Tous pareils ou presque, Stéphanie, avec qui j'ai pu travailler, qui est un super podcast. Et il n'y a jamais assez de contenu sur ces sujets de l'inclusivité, de la neurodiversité. Donc, je t'encourage vraiment à le faire, Cindy. Et j'espère que cet atelier te donnera des éléments concrets pour passer à l'action. Marie-Ange qui a très envie de lancer le tien. Tu as très envie de lancer le tien. N'hésite pas à nous dire un peu le sujet sur quoi il porterait Marie-Ange. Ça m'intéresse très fort. Est-ce que vous aurez accès à la presse à la fin? Je crois que oui. J'ai mis des liens cliquables, etc. J'ai prévu du coup un format Notion qui est partageable. Donc, je pense que les éléments, donc les responsables de chez Social Builder, les responsables de cet atelier le partageront. Il y a aussi un replay, donc je fais coucou à toutes les personnes qui verront en replay. Et normalement, en description de la vidéo, vous aurez aussi accès aux ressources que je vais partager lors de cet atelier. Nathalie qui a 2 idées, mais qui n'arrive pas à se lancer. J'espère que c'est ce que je vais partager aujourd'hui te permettra de faire un choix. Ou sinon, la partie questions-réponses pourra t'aider à creuser un peu ces sujets-là. Laetitia, tu es hypnothérapeute et ton outil, c'est la voix. C'est vrai. J'aimerais bien aider je voudrais me faire mieux connaître grâce au podcast et donner envie de travailler avec toi. C'est un des utilités du podcast, donc tu es sur la bonne piste. Juste un petit détail, j'entends quelqu'un qui n'a pas encore coupé son micro. Je vous engage vraiment à le couper si vous ne parlez pas, parce que ça permettra du coup de garder un univers auditif parfait. Et pour les personnes qui sont en replay, ça ne parasitera pas leur écoute. Néanmoins, si vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas à lever la main avec le petit bouton réaction et je vous donnerai bien sûr la parole. Et oui, il y a plein de choses qui ont été partagées. Je vois plein de personnes qui aimeraient bien essayer, qui voudraient en savoir davantage. Et j'espère que cet atelier vous aidera. Merci d'avoir partagé tout ça avec vous. Et je vois que Amani, tu n'as pas posé tes questions. Je sais que la responsable de l'atelier va garder les questions dans un coin et me les reposera au moment de la question-réponse. Alors, je vous propose qu'on commence cet atelier. Je vais repartager mon écran. Et j'avais envie, comme du coup pour l'introduction de cet atelier, de vous faire un petit peu un récap de ce que c'est le podcast en 2022. Je n'ai pas multiplié les chiffres, ne vous inquiétez pas, l'idée c'est de rester assez concret, mais mon idée c'est de vous mettre un peu en perspective ce que c'est aujourd'hui de lancer un podcast et dans quel cadre, en fait, dans quel marché vous pourriez vous inscrire. Donc, un petit tour d'horizon, c'est que c'est un média qui est en constante hausse
depuis, en tout cas en France, depuis 5 ans, je dirais, 5-6 ans. Il y a eu un vrai décollage de ce média lors du confinement, parce que ça a été l'occasion pour plein de personnes de découvrir le podcast et de devenir des auditeurs réguliers, et aussi pour plein de personnes qui ont lancé leur podcast pendant le confinement, parce qu'ils se trouvaient face à des heures libres et ils ont voulu les occuper de cette manière. En termes de chiffres, en 2022, en septembre, il y a 151 millions de podcasts qui ont été écoutés en France, et c'est en constante hausse, par exemple par rapport à novembre 2021, donc 9 mois avant, si je calcule bien, un peu plus, 10 mois avant. Eh bien, il y a une augmentation de 8,6%. Donc, les auditeurs augmentent chaque mois, et il y a aussi une grosse augmentation des contenus qui sont disponibles sur Apple Podcasts. Apple Podcasts communique autour de près de 2 milliards, il me semble, de podcasts disponibles, toutes langues confondues. Mais ça ne veut pas dire que tous ces podcasts sont actifs, parce qu'il y en a beaucoup qui s'arrêtent après 2 ou 3 épisodes. Donc ça, c'est vraiment un challenge quand on crée un podcast, c'est de bien s'organiser, de bien garder la motivation sur la durée pour du coup faire en sorte que notre podcast cumule plusieurs épisodes, le temps de grandir et de toucher son auditoire. Qu'est-ce qui séduit les auditeurs de plus en plus nombreux à écouter les podcasts? C'est la diversité des sujets qui sont abordés par rapport aux médias traditionnels. Il y a des podcasts qui existent sur tous les sujets possibles et imaginables, les plus larges de société comme des sujets de niche. Et donc, du coup, quelle que soit la passion qu'on aura ou l'envie de creuser tel ou tel sujet, on sait qu'il y aura un podcast qui sera disponible et qui même aura développé en profondeur ce sujet sur plusieurs épisodes, et ce qui permet de rassasier notre envie de connaissance ou notre envie de connexion avec d'autres personnes qui sont intéressées par ces thématiques-là. Les smartphones aussi, la démocratisation des smartphones a aussi aidé à faciliter la consommation parce que ça permet de se déplacer avec son smartphone et de pouvoir écouter son podcast en mobilité, qui est un des usages assez importants de consommation de podcasts. Et c'est aussi un contenu qui est en phase avec les aspirations de la société. Vous en faites partie. Les femmes n'avaient pas forcément beaucoup de part d'audience, de part de voix, comme on dit dans les médias traditionnels. Et le podcast, c'est une manière de s'emparer de la parole, de partager ses idées et de les développer de manière moins formatée, plus authentique, plus personnelle. Et c'est quelque chose qui est intéressant pour les auditeurs qui, du coup, ont envie d'une approche plus authentique des sujets. Qu'est-ce qui séduit les créateurs? C'est que c'est assez facile de lancer un podcast. Vous verrez à la fin de cet atelier, normalement, vous avez toutes les informations et tous les éléments pour en lancer un. Et ce n'est pas très cher aussi de le faire. Donc, il y a une barrière à l'entrée, comme on dit, qui est moins importante. C'est une occasion de créer une relation dans la durée avec leur audience. Donc là, il y avait des personnes parmi vous qui ont envie de lancer un podcast pour toucher des clients, pour du coup développer leur marque, etc. C'est une super opportunité pour vous, effectivement, de, sur la durée, épisode après épisode, mettre en avant votre expertise, mettre en avant qui vous êtes, et puis de créer cette relation avec votre communauté. C'est aussi une occasion de capter l'attention parce que on sait quand on est entrepreneur, entrepreneuse, on doit se battre avec plein d'entreprises qui ont beaucoup plus de budget que nous. Et les podcasts, c'est une manière différente d'aller capter l'attention de manière beaucoup plus qualitative sur des périodes de temps où la personne n'est plus disponible. Et d'un point de vue stratégie, marketing, c'est une très bonne idée de lancer un podcast. Également, c'est une manière un peu différente de se raconter en utilisant le storytelling. Le podcast, c'est raconter une histoire, si on le dit vraiment très simplement. Et c'est une manière innovante, un peu différente de proposer du contenu. Et c'est une manière aussi de se démarquer. Aujourd'hui, on est dans le cadre d'un atelier social builder qui a du coup une visée de
professionnel avec le fait de vous permettre de développer des compétences. Et avoir un podcast, c'est vrai, ça peut être vraiment un atout. Il y a une petite faute de frappe, je la corrigerai. C'est un atout professionnel et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on sait que c'est un atout professionnel parce qu'il y a plein de marques qui se sont emparées du format et c'est quand même un bon signe quand on voit des marques qui sont assez installées s'emparer d'un format, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose à creuser. Donc, je vous ai rassemblé quelques exemples de podcasts dits de marques qui ont été lancés, par exemple par AXA, par Epar, par Mustela. Dans chacun des cas, il y avait un besoin de la marque de parler de sujets de manière un peu différente. AXA, elle avait envie d'augmenter son territoire de marque, de parler de ses valeurs, de parler de ses engagements, des choses qui n'étaient pas forcément connues du grand public, qui avaient plus en tête une marque un peu froide d'assurance avec des sujets on n'a pas trop envie d'en parler. Et la question de confiance est une occasion pour la marque de mettre en avant des partenaires et de justifier des valeurs qu'ils proclamaient. Et ils ont utilisé un podcast de fiction pour parler du sujet de la constipation, qui n'est pas un sujet très facile à aborder. Et du coup, Epar a utilisé le podcast avec ce côté storytelling, avec ce côté narratif pour développer du contenu informatif, mais aussi divertissant sur ce sujet et un peu casser les tabous. Et Mustela, elle a un sujet aussi d'image de marque, parce qu'il y a eu quelques bad buzz dans les années 2014-2015. Et depuis, ils ont des initiatives de communication pour se rapprocher de leur cible de jeunes parents et spécifiquement de des mères de jeunes enfants. Et le podcast, c'est une manière de créer du contenu avec plus d'émotion et du coup, ça rapprochait leur audience. Le podcast a eu beaucoup de succès auprès des marques de luxe. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. C'est que certains exemples parmi tous les podcasts de marques de luxe qui ont fleuri. C'est aussi pour vous montrer que le podcast, ça peut être très qualitatif si on travaille l'habillage sonore, si on travaille le côté storytelling. Et les marques de luxe, ils ne sont pas trompées, elles se sont emparées du format pour différentes raisons que je pourrais creuser dans le question-réponse si vous en avez envie. Et pour vous, à quoi ça peut vous servir ce podcast? Comment ça peut vous être utile? 3 exemples assez concrets dans lesquels vous pourriez peut-être vous reconnaître. C'est donc du coup le podcast de Pauline Nienot, qui est une entrepreneuse qui a lancé ce podcast il y a bientôt 5 ans, il me semble, 4-5 ans, et qui du coup a vraiment construit une grande histoire, une grande image de marque à travers ce podcast-là. Ça lui a permis de développer énormément son réseau, ça lui a permis aussi de relancer un peu sa carrière. Elle n'était pas du tout en stagnation, mais on sentait qu'elle avait envie d'échanger avec des gens qui étaient vraiment talentueux. On sentait qu'elle avait envie de quelque chose d'un peu nouveau dans sa carrière d'entrepreneuse. Et le podcast, c'était un moyen, tel que je le vois, de développer un réseau, de lancer d'autres activités. Depuis, elle a lancé notamment une école de formation qui s'appelle Demian, qui est aussi à destination des entrepreneurs. Les autres exemples, ce sont 2 hommes, Thomas Burbridge de Young, Wild and Freelance, qui, grâce à ce podcast, a créé une communauté d'indépendants autour d'elle et lui. Donc, c'est ses clients à qui il s'adresse. Et il est sur un contenu qui est vraiment très un peu de coaching en créant une communauté. Et donc, ça permet pour lui de se créer un réseau, une communauté autour de lui et peut-être de se faire connaître auprès de futurs clients, de créer un lien émotionnel avec eux et du coup créer de la confiance et de créer les conditions favorables pour que cette communauté devienne des clients un jour. Également, Alexis Minghella, qui au moment où il s'est lancé en indépendant, a voulu lancer son podcast. Ça a été un moyen pour lui de progresser, parce qu'il voyait qu'il y avait d'autres personnes qui avaient plus d'expérience que lui. Et ce podcast, c'est un moyen de contacter des gens qui avaient, du coup, comme je le disais, plus d'expérience, qui avaient déjà fait des erreurs, et de s'inspirer de ces erreurs, s'inspirer des bonnes idées pour les appliquer à sa propre activité. Et ça lui a énormément réussi parce que aujourd'hui, c'est un Indé qui travaille
qui a beaucoup de clients très prestigieux, qui a créé une communauté autour de lui assez engagée, qui a créé un programme de formation, qui a des partenariats avec Shine notamment, qui est une banque pour les indépendants. Donc vraiment, lui, il a eu cette approche pour s'inspirer. Donc si je résume, il y a un peu 3 cas d'usage, mais on pourra en discuter en questions-réponses et en trouver d'autres. Mais ce que je vois, c'est le côté storytelling, se raconter, mettre en avant son expertise, mettre en avant qui on est, pourquoi on est différent en tant que, par exemple, sophrologue, pourquoi mon approche de sophrologue est différente d'une autre sophrologue ou d'un autre sophrologue auquel on pourrait faire appel. Ce côté storytelling, se raconter, c'est un atout pour se démarquer d'un point de vue marketing qui est très fort. Le côté networking, rencontrer des gens, ça permet de progresser, ça permet de faire marcher le bouche à oreille après dans un second temps quand on cherchera des clients, ou le côté laboratoire d'idées, s'inspirer des erreurs des gens, des bonnes idées des gens et s'en servir du coup pour progresser soi-même à titre personnel. Les 3 questions indispensables que je vous conseille d'avoir en tête avant de lancer son podcast, et puis même si vous l'avez déjà lancé, ça ne fait pas de mal de se reposer sur la question, ce sont les suivantes. La première, c'est définir votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous avez envie de lancer ce podcast ? Parce que ça va être un investissement très fort de votre part en termes d'énergie, en termes de temps. Ça va être un petit investissement, si vous le désirez, monétaire également. Et d'être bien au clair sur votre pourquoi, ça vous permettra déjà de prendre des bonnes décisions avec une stratégie, de tracer une ligne directrice pour le reste de votre podcast. Ça vous permettra aussi de garder la motivation quand vous aurez des coups de mou, et ça se peut qu'il y en ait, et se rappeler de votre pourquoi, ça vous permettra de savoir pourquoi vous le faites, ce que ça vous apporte, etc. Et ça permettra aussi de créer la confiance avec votre auditoire, avec votre audience, pardon, qui, du coup, s'ils savent pourquoi vous faites les choses, ça sera beaucoup plus clair pour eux, ils auront davantage confiance dans votre démarche et seront plus enclins à vous suivre au fur et à mesure des épisodes. Comment est-ce qu'on définit son pourquoi ? En clarifiant ses objectifs. Quels sont-ils ? Est-ce que vous voulez attirer des clients ? Est-ce que vous voulez travailler votre image ? Est-ce que vous voulez mettre en avant votre expertise ? Est-ce que vous voulez, si on se réfère aux autres objectifs que j'ai énoncés précédemment, est-ce que vous voulez tester quelque chose de nouveau ? Vous avez envie de créativité ? Vous avez envie d'un challenge ? Peut-être que vous ennuyez, vous avez un boulot qui est peut-être un peu plan-plan en ce moment, mais avec lequel vous êtes content, et vous avez envie d'avoir un peu un territoire de spontanéité, de créativité pour tester des choses. Ça peut être votre objectif. Vous avez envie, par exemple, vous venez d'arriver dans une ville et vous avez envie de rencontrer des gens, votre podcast, il peut vous servir à ça. Mettre vraiment noir sur blanc vos objectifs, ça vous permettra, je vous le disais, de prendre les bonnes décisions. Parce que quand on se lance dans un projet, vous devez déjà le savoir, on a plein de décisions à prendre au jour le jour, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et de savoir quels sont nos objectifs, ça permet de prendre plus facilement des décisions et plus rapidement. Donc vraiment, je vous engage à vous le faire. Et définir votre pourquoi, c'est donc qu'est-ce que ça va vous apporter au regard de vos objectifs, mais c'est aussi pourquoi vous le faites, qu'est-ce que vous voulez apporter avec ce podcast. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent de préciser, c'est qu'est-ce que vous voulez apporter. Pourquoi est-ce que vous, Julie, Elena, etc., vous avez envie de créer ce podcast? Qu'est-ce qui va être différent avec ce podcast? Pourquoi votre point de vue il est utile? Quelle valeur il va apporter? Ça, on le verra juste après, mais qu'est-ce que vous voulez apporter? Pourquoi est-ce que tous les podcasts qui existent déjà sur votre thématique, ils ne sont pas satisfaisants? Et qu'est-ce que vous allez apporter de plus? Est-ce que c'est parce que, je vous donne un exemple d'une cliente qui est écrivaine et qui, du coup, a un podcast sur la littérature
Et on avait retravaillé ensemble sa mission et elle trouvait que c'était toujours les mêmes personnes qui étaient mises en avant, les mêmes écrivains, les mêmes écrivaines qui se ressemblaient tous et qu'elle, avec son podcast, elle voulait mettre en avant des écrivains, des écrivaines qui étaient différents, qu'on ne voyait pas partout, qui étaient issus de la diversité, qui apportaient un nouveau regard sur la littérature, sur la société, etc. Ça, c'est vraiment ce qu'elle voulait apporter. C'était sa mission. Et qu'est-ce qu'on a envie de changer? Est-ce que aujourd'hui, vous avez envie de changer quelque chose que vous ne trouvez pas normal dans la société? Vous avez envie d'apporter une voix qui permette de voir les choses différemment, qui permet de combattre des clichés, qui permet de lever un tabou, de lever le voile sur un sujet qui n'est pas assez abordé. Ça, c'est vraiment du coup la façon dont vous pourrez définir votre mission, le mettre noir sur blanc et le dire à vos auditeurs dès l'introduction ou dans la description de votre podcast. Ça sera vraiment très, très utile et vraiment, ça fera la différence. Deuxième question indispensable qu'il est important de définir, c'est votre cible. À qui s'adresse votre podcast? Est-ce que c'est des gens qui vous ressemblent, vos pairs, ou vos clients, vos futurs clients? Est-ce que c'est quelqu'un qui ressemble à qui vous étiez il y a quelques années parce que vous avez progressé sur un sujet, parce que vous avez eu de l'expérience et vous aimeriez partager des conseils à cette personne que vous étiez il y a un certain nombre d'années? Donc, à qui s'adresse votre podcast? Qui sont-ils? Qui sont-elles? Quel est leur âge? Leur situation familiale? Est-ce que c'est des gens qui sont urbains? C'est des gens qui vivent à la campagne? Vraiment d'écrire un peu ce portrait robot ou utiliser l'outil du persona que vous connaissez peut-être. Et aussi d'aller plus loin qu'un peu un portrait robot qui est un peu désincarné, mais qu'est-ce qu'ils vivent? C'est quoi leur peur en ce moment? C'est quoi leur motivation? Quels sont les problèmes qu'ils rencontrent sur la thématique que vous voulez aborder? À quoi ça va vous être utile de définir cette cible vraiment de manière complète telle que je viens de vous le décrire? C'est que vous pourrez placer votre podcast dans une perspective qui est utile. Vous pourrez dire, toi, telle cible, je donne un exemple, toi, entrepreneuse débutante, j'aimerais bien te donner des conseils, les conseils que j'aurais bien aimé avoir au début de mon projet. Peut-être que tous les jours, tu galères à prendre des décisions. Peut-être que tous les jours, tu as peur pour l'avenir de ta société. Tu te demandes si tu pourras boucler la fin du mois. Ce podcast te donnera des conseils utiles pour avancer pas à pas dans la construction de ton projet. Vous voyez comment j'ai fait? J'ai décrit qui était la personne, ce qu'elle vivait, quelles sont les questions qu'elle se posait par rapport aux peurs, aux motivations qu'elle avait, et j'ai expliqué comment le podcast pouvait être utile à cette cible-là. Et donc, dans la continuité, quelle est la promesse de votre podcast? Comment est-ce que ce podcast va être utile à votre cible? Ça, c'est clé. Si ce n'est pas hyper clair pour vous, comment votre podcast va leur être utile, c'est vraiment dommage parce que c'est en mettant bien en avant l'utilité de votre podcast, de votre contenu par rapport à ce dont votre cible a besoin, que le match va se faire. Où votre cible, elle va voir votre podcast et va dire j'adore, c'est ça dont j'ai besoin. Et d'avoir ce sentiment très fort de votre cible, c'est une promesse d'engagement dans la durée pour votre podcast. Et ce que vous voulez, c'est que la personne, elle écoute un épisode, 2 épisodes, 3 épisodes, elle vous suive sur la durée, mais qu'elle en parle autour d'elle. Et si elle est très consciente de comment est-ce que ce podcast lui est utile, ce qu'il lui apporte, elle aura plus de facilité à en parler autour d'elle et à faire fonctionner ce qu'on appelle le bouche à oreille. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment d'écrire ce que vous allez proposer avec ce podcast dans le fond et aussi dans la forme. Dans le fond, donc c'est ce que je disais, comment ça va être utile, comment ça répond aux besoins, et dans la forme, est-ce que c'est des interviews, est-ce que c'est des chroniques qui sont très courtes? Voilà, qu'est-ce que vous allez leur proposer? Les 5 étapes maintenant pour vous lancer, maintenant qu'on a un peu fait tout le travail préliminaire. Je referme les petits, voilà, pour avoir plus de place. Étape numéro 1, on est à l'étape de l'idée.
Vous avez cette idée d'avoir un podcast. Maintenant, il va falloir définir les éléments clés de la conception de votre podcast. Quels sont-ils? Il vous faut un nom. C'est un nom de podcast. Il faut qu'il soit clair. C'est-à-dire qu'on comprenne de quoi on parle, qu'il n'y ait pas de confusion, qu'il soit lisible aussi, c'est-à-dire que on puisse du coup le lire facilement, ce soit facile de le comprendre, et il soit mémorable aussi, qu'on puisse le retenir et une fois l'avoir lu une fois, ce soit facile d'y revenir et de le rechercher. Dans le cas où vous lancez un podcast dans le cadre de votre activité, si vous avez un objectif de vous mettre en avant, de mettre en avant une expertise dans une démarche de personal branding, il pourrait être intéressant, comme ce que vous avez vu sur le podcast de Pauline Legnaud, de mettre votre prénom et votre nom ou le nom de votre marque pour que du coup on puisse bien rattacher ce podcast à votre activité de manière plus large. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une vignette. Une vignette, c'est cette image qui représente un peu la vitrine de votre podcast. C'est celle qui va apparaître sur les plateformes d'écoute et c'est cette vignette qui va décider un auditeur ou une auditrice potentielle à cliquer dessus, à écouter votre podcast. Donc, c'est vraiment la première étape, comme la vitrine d'un magasin. J'imagine que ça vous est déjà arrivé de vous promener dans la rue et puis d'avoir les yeux un peu accrochés par une vitrine qui avait des couleurs spécifiques, un éclairage spécifique, et d'avoir envie de rentrer dans ce magasin. Ou au contraire, de vous dire, après X mois, X années dans une rue, « Ah tiens, j'avais jamais eu envie de rentrer dans cette boutique. » Parce que la devanture, la vitrine ne vous donnait pas envie. Donc, il faut penser à votre vignette de podcast. On appelle ça aussi une cover, comme la vitrine de votre podcast. Donc, de manière très pratico-pratique, c'est un format carré de 1400 pixels de large. Il faudra choisir 1 à 3 couleurs, pas trop de couleurs, pour vraiment être dans cette démarche de construire une marque. Si vous avez une activité à côté avec une marque qui existe, reprenez les mêmes couleurs. Choisir 2 typos, une typo principale qui soit bien lisible en petit format, parce que vous allez peut-être travailler sur votre vignette, sur votre écran d'ordinateur, et du coup en gros format, mais en fait, les conditions réelles dans lesquelles votre auditeur va vous voir, ça serait un tout petit format, donc il faut faire bien attention en rétrécissant votre vignette que la typographie pour donner le titre du podcast, le nom du podcast soit vraiment bien lisible en petit. Donc, on s'intéressera au contraste, mais aussi à la lisibilité de la typo principale. Et une typo secondaire pour indiquer la tagline. La tagline, c'est une phrase qui va décrire de quoi parle votre podcast ou quelle est la proposition de valeur, la promesse que vous faites. Donc là, je vous ai mis 2 exemples. Le Super Daily, où on voit du coup ces 3 personnes. C'est les 3 personnes qui sont autour de la table. Donc, c'est une manière assez incarnée de représenter le podcast. Vous, si vous avez une démarche de créer un podcast sur votre sujet d'activité pour mettre en avant une expertise, cette démarche de personal branding, je vous encourage à mettre votre photo sur la vignette. Ça permettra de la rendre plus humaine et puis de direct connecter avec vous en tant que host. Vous vous souvenez des exemples que j'avais donnés ici? Que je vous avais donné ici, donc de Pauline Legnaud et de Tribu Indé. Là, vous pouvez peut-être faire le test en vous disant cette cover de Tribu Indé, cette cover de Young Wild and Freelance et cette cover de Pauline Legnaud, selon qu'il y a un visage, pas de visage, quel est le sentiment que vous avez, quelles sont les émotions, qu'est-ce que ça vous inspire, et de faire l'exercice du coup par rapport à ce que vous voudrez mettre dans votre propre vignette. Donc voilà, le Super Daily avec la photo des 3 personnes qui sont derrière le micro. C'est une agence qui est conseil en social media et qui fait un podcast tous les jours avec du coup une rubrique sur le sujet de social media. Ils ont choisi comme tagline « L'actu social media servi sur un podcast ».
Donc là, il y a un petit jeu de mots qui voit un petit peu le côté impertinent avec ces gens qui sont en train de sauter. On voit un peu la marque, quelle est la tonalité et quelles sont un peu les valeurs, la personnalité que veut mettre en avant le Super Daily. Là, on voit tout de suite, ça va être un podcast un peu rigolo, un peu positif, dynamique, ce ne sera pas trop corporate, ce ne sera pas trop sérieux. On voit aussi qu'ils ont choisi de mettre le logo de leur agence de social media qui est Super Natif. Un podcast qui est un peu différent, Animalia, où là je vous l'ai choisi pour la partie illustration. Si vous avez envie de lancer un podcast plus sur une thématique passion, plus sur un sujet side project, vous pourrez aussi choisir de mettre en place des illustrations sur votre vignette et de veiller du coup à faire en sorte que cette illustration, elle parle vraiment du fond de votre thématique. Donc là, Animalia, je trouve que c'était très sympa. On voyait ce côté un peu foisonnant de la nature, avec cette typo Animalia qui accroche bien l'œil à cause des couleurs, mais aussi parce qu'elle est ronde, je trouve qu'elle transmet des bonnes énergies, des bonnes vibes. Et ensuite, une tagline, plus sage, le podcast des animaux menacés. Ça parle d'animaux menacés, mais vous remarquerez que les illustrations, elles sont assez naïves, elles sont assez positives. Et donc, on comprend que Animalia va traiter le sujet des animaux menacés, mais de manière pas trop dramatique. Également, dans la conception, la question à se poser, c'est le sujet de l'identité sonore. Le podcast, c'est un outil auditif, donc l'identité sonore, c'est-à-dire la musique, l'habillage que vous allez choisir pour le générique de début notamment. Il va être clé. Vous pouvez choisir de le faire composer, ça demande un petit budget, mais ça rajoutera vraiment quelque chose de vraiment très fort à votre podcast. Il sera vraiment unique et vous pourrez plonger les auditeurs directement dans leur univers. Ou sinon, vous pouvez choisir des banques libres de sons, libres de droit. Et un peu plus tard dans l'atelier, je vous donnerai des exemples de banques dans lesquelles vous pourrez aller fouiller. Ensuite, étape numéro 2, maintenant que vous avez un nom de podcast, vous savez quelle est votre mission, votre promesse, vous savez à qui ça s'adresse, vous allez pouvoir du coup enregistrer, soit contacter des premiers invités, soit enregistrer vous-même seul au micro. Moi, c'est ce que je fais par exemple dans mon podcast qui s'appelle Antipop. Je viens de réaliser que je n'ai pas mis le lien dans ma présentation. Je l'ajouterai avant de vous partager le support d'atelier. Donc, mon podcast Antipop. Moi, je fais des chroniques solo au micro. Je partage des conseils pour les podcasteurs indépendants, les podcasteuses indépendants. Et donc, du coup, après avoir dit bon, c'est quoi la mission de mon podcast, son nom, etc., bah, il a fallu enregistrer. Donc, je vous le disais, soit en solo. Ce que je vous conseille, si vous décidez de vous lancer en solo, c'est de faire des tests, de vraiment vous dédramatiser. Ça peut être un petit peu impressionnant de s'enregistrer soi-même, le fait d'avoir sa voix, d'écouter sa voix. Parfois, c'est la première fois qu'on entend sa voix. Elle est différente enregistrée que celle qu'on entend quand on est en train de parler parce que la boîte crânière et notre torse fait office un peu de caisse de résonance. Donc la voix que vous entendrez dans un micro enregistré, elle sera différente de celle auquel vous aurez l'habitude. Faire des tests, ça vous permettra de l'apprivoiser, de dédramatiser le côté « je suis en train de m'enregistrer ». Vous pouvez vous amuser, laisser le micro tourner, faire des tests de voix, vous faites une petite voix de canard, vous faites une voix hyper aiguë, une voix hyper grave. Et voilà, en jouant avec votre voix, ça vous permettra de vous détendre et de prendre vos marques face à ce nouvel outil. Ensuite, si vous faites une chronique solo, selon votre personnalité, vous pourrez du coup préparer juste un plan en disant voilà mon grand message, grand 1, grand 2, grand 3, un peu faire des bullet points. Moi, c'est ce que je fais par exemple parce que je suis plus à l'aise comme ça. Ou si ça vous rassure, tout écrire de A à Z. Avec un petit bémol, c'est que si on écrit tout, on peut avoir un peu une voix un petit peu trop scolaire, un petit peu trop
lu et ça peut faire décrocher l'auditeur et l'auditrice. Donc, faites des tests pour votre premier épisode, faites-le écouter autour de vous, des gens de confiance, mais aussi des gens qui appartiennent à votre cible pour voir ce qu'ils pensent de ces premiers essais. Si vous décidez de faire une interview, de contacter des gens, première étape, n'hésitez pas à contacter des gens que vous connaissez déjà, qui font partie de votre, de, des, pardon, qui sont pertinents par rapport à la thématique que vous avez envie de traiter. Faire des premières interviews avec des gens que vous connaissez déjà, vous serez plus détendu, il y aura moins de stress de faire quelque chose de nouveau avec une personne nouvelle. Non, faire quelque chose de nouveau avec quelqu'un qu'on connaît déjà. Il y aura une meilleure ambiance, vous vous sentirez plus détendu. Donc, je vous engage à faire ça. En plus, ça sera plus facile pour eux de vous faire confiance, de dire oui à cette interview et vous commencerez avec des victoires, ce qui est quand même toujours mieux. Donc, une fois que vous aurez contacté ces personnes, bien préparer l'interview. Vous pouvez vous dire de quoi vous avez envie de parler, les grandes questions que vous avez envie d'aborder par rapport à la thématique, mais aussi ce que vous avez envie d'apporter avec votre podcast. Et ça vous permet de ne pas être stressé, d'avoir un peu la voix qui tremble. Ah, je ne sais plus ce que je voulais dire, un peu d'avoir l'émotion, d'avoir préparé l'interview. Ça vous donne une base de confiance. Et ça vous permet du coup de lancer la conversation. Ça ne vous empêche pas de laisser l'invité s'exprimer, de faire des digressions, etc. Mais quand vous sentez qu'il est un peu, peut-être il est en train de s'éloigner du sujet, il y a des personnes que vous inviterez qui seront très bavardes, et bien hop, de vous raccrocher à votre liste de questions, ça vous permettra de le remettre dans la bonne ligne directrice de votre podcast. Je vous invite aussi à bien expliquer à votre invité quel est le principe de ce podcast, de quoi vous allez parler, quelles sont les règles. Est-ce que il aura le droit de dire après l'interview, en fait, finalement, j'ai plus envie que vous la sortiez. Est-ce qu'il y a des choses qu'on dit chez vous? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas? Est-ce qu'il y a des valeurs qui sont très importantes pour vous de respecter, par exemple de bienveillance, des propos que vous acceptez pas. C'est important d'expliquer à l'invité, de vous considérer un peu comme une hôte. Vous êtes la maîtresse de votre maison, vous êtes l'hôte sur votre podcast, c'est vous qui fixez les règles et de l'expliquer dès le départ à l'invité. Ça vous permettra d'être dans une posture d'être plus en confiance et de faire en sorte que tout se passe bien de A à Z. Expliquer à l'invité le principe, c'est aussi lui proposer de partager l'épisode une fois qu'il sera publié et de s'assurer qu'il vous aidera à faire un relais de communication et ça vous aidera à avoir plus de visibilité sur votre podcast. Expliquer à l'invité le principe, ça permet aussi de le rassurer. Ça peut être peut-être impressionnant pour cette personne de parler à un micro, dire étape numéro 1, on va faire ça, on va enregistrer, étape numéro 2, moi je vais faire du montage, etc. Donc expliquer comment ça va se passer, ça permettra aussi de lui ou elle de le ou la mettre en confiance et faire en sorte qu'il se sente le plus à l'aise possible face au micro et il donne le meilleur de sa personne. Je vous encourage aussi à laisser le micro ouvert un peu avant l'interview officielle et un peu après l'interview officielle. Ça permettra aussi d'avoir un peu du brise-glace, comment ça se va en ce moment, etc. Prendre la température et tout. Et au moment où vous sentez, avant l'interview, que la personne est bien à l'aise, la conversation a bien démarré, ça s'est bien dégelé, hop, vous dites, bon, on va commencer l'interview, c'est parti, vous pouvez vous lancer la première question. Et après l'interview aussi, c'est un retour d'expérience de podcasteuses qui, du coup, ont souvent eu en off, après l'interview, des témoignages hyper sympas. La personne, elle a parlé pendant peut-être 30 minutes, 45 minutes. Et elle se sent à l'aise. Et donc, du coup, c'est là où elle va lâcher la meilleure anecdote. Et il y a des copines podcasteuses qui avaient coupé leur micro trop tôt et qui n'avaient pas eu cette anecdote-là et qui s'étaient mordu les doigts. Donc, laissez un peu le micro ouvert après la fin officielle. Ça vous permettra de choper toutes les pépites. Ensuite, quel est le matériel? Vous posez sûrement la question. Il faut un micro. Il y a des micros qui existent, qui sont du coup très abordables. Un micro USB, par exemple, comme celui que j'utilise. Je peux vous le montrer.
Moi, j'ai du coup un micro USB qui se pose sur mon bureau. Avec ça, c'est un filtre anti-pop. Et aussi ça, une bonnette. Ça permet que le micro ne capte pas tous les sons un peu désagréables de salive avec les lettres P, B qui font un peu des petits pocs dans le micro. Donc ça, c'est bien. Bon, mon micro, c'est un Thomann T-Bone SC420. Je vous donnerai la référence, elle est dans la boîte à outils que je vais vous partager, mais aussi si vous avez des questions sur le matériel, n'hésitez pas à me le dire pendant la question-réponse. Selon les types de projets, les types de budget, il y a plein de types de matériel qui sont possibles. Là, l'idée, c'est de vous dire, pensez à un micro USB, c'est moins cher. Vous pouvez aussi penser à un enregistreur. C'est du coup un boîtier sur lequel vous branchez deux micros, un pour vous, un pour l'interview, et qui va vous permettre de faire des interviews hors de chez vous, pas dans votre bureau, mais peut-être chez la personne que vous interviewez ou en plein air si vous décidez de faire quelque chose un peu plus immersif, un peu plus documentaire. Et un ordinateur pour pouvoir uploader les fichiers son et faire le montage et publier l'épisode. Je vous explique après. Mais sachez que vous pouvez aussi tout faire avec votre smartphone. Vous n'êtes pas trop sûr de si vous avez envie de vous lancer sur la durée avec ce podcast, vous avez envie de tester un peu, vous n'avez pas de budget pour le moment pour vous lancer. Tout faire avec un smartphone, c'est tout à fait possible, et notamment avec votre dictaphone. Moi, j'ai déjà fait. J'ai enregistré des épisodes avec mon dictaphone. Bon, faut bien positionner le téléphone comme ça, sous votre bouche, pas devant votre bouche, parce que ça va capter tous les peu dont je vous parlais. Et après, vous téléchargez les fichiers son, vous les montez sur votre ordinateur, et un smartphone, ça peut tout à fait faire l'affaire. J'ai une copine podcasteuse avec qui j'ai beaucoup discuté, qui s'appelle Lauriane de Get Your Com, qui a fait toute sa saison 1 avec son smartphone. Donc, vraiment, soyez pas aucun complexe à utiliser seulement son téléphone. Ensuite, il y a l'étape de la post-production. C'est une fois que vous avez enregistré votre épisode en lui-même, il va falloir du coup faire la post-production. C'est un certain nombre d'actions pour préparer l'épisode à sa diffusion et le rendre disponible à l'écoute. Donc, il y a le fait de enregistrer l'introduction et l'outro. C'est du coup la partie qui clôture votre épisode. Dans le cas où vous avez un invité, vous aurez envie de faire une introduction spécifique qui dit salut, aujourd'hui je reçois un tel avec lequel on va discuter de ça, ça, ça et ça. C'est vraiment super important. Et d'ailleurs, attendez la fin de l'épisode parce qu'il va vous partager un conseil que je trouve particulièrement utile pour telle et telle raison. Donc, une introduction, ça sert à dire de quoi on parle et pourquoi c'est important d'écouter. Ça motive la personne à garder ses écouteurs et à ne pas passer peut-être au podcast d'après. Et l'outro, c'est une façon de conclure l'échange, de remercier la personne pour son écoute et de faire une invitation. Rejoignez-moi sur Instagram à tel endroit, abonnez-vous à ma newsletter ou venez discuter avec moi de tel et tel sujet. Donc c'est vraiment l'outro, c'est un moment où on va conclure l'échange, remercier et faire une invitation. Ensuite, quand vous aurez tous les fichiers son, vous ferez le montage, c'est-à-dire le fait soit d'assembler deux fichiers son, le fichier de l'introduction et le sujet de la discussion, vous les fusionnez pour en faire un seul fichier à diffuser. Ou sinon, si vous trouvez que à tel endroit, lors d'une chronique solo, tel paragraphe, en fait, vous n'êtes pas satisfait, vous préférez le couper, ou tel invité, il a fait une trop grande digression, clac, vous pouvez aussi couper cette partie-là. Donc ça, c'est vraiment le fait de travailler votre fichier. C'est comme si vous aviez des ciseaux et de la colle. Donc vous assemblez des fichiers, vous coupez des morceaux, etc. C'est pour faire vraiment l'épisode final que vous aurez envie de diffuser dans son contenu. Ensuite, le mixage, c'est le fait de faire en sorte que le son soit bien harmonisé. Entre votre introduction que vous allez enregistrer toute seule à votre bureau ou la discussion avec votre invité, vous n'aurez pas forcément le même niveau sonore, et ça permet d'harmoniser les niveaux sonores. Pour le mixage, soit faites appel à un ingé son si vous avez le budget, je vous engage à le faire, la qualité audio c'est vraiment important.
Si vous pouvez dégager un petit budget pour ce sujet-là, ça peut être vraiment un atout non négligeable pour votre podcast, pour sa qualité. On pourra en parler en question-réponse si vous voulez. Ou sinon, il y a des outils qui existent qui sont gratuits. Levelator pour le mixage. En fait, ça permet d'ajuster les levels ou Auphonic. Pour les outils de montage, il y a Audacity ou Reaper qui sont des logiciels de montage gratuits pour lesquels il existe beaucoup de contenu sur YouTube, de tutoriels pour faire les premiers pas. Ça vous permettra de vous lancer. Ensuite, une fois que vous avez votre fichier monté, vous avez ajouté l'habillage sonore, l'introduction, vous avez mis l'outro, vous avez ajusté les niveaux de son, etc. Et il va falloir le diffuser. Donc, c'est de faire en sorte que vous téléchargiez votre fichier chez un hébergeur pour ensuite le rendre disponible sur les plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Spotify, là où vous écoutez vous-même en tant qu'auditrice des podcasts. Donc là, j'ai 2 recos encore, qu'un hébergeur gratuit. Après, le problème, c'est que les statistiques sont vraiment très faibles, vraiment pas de bonne qualité sur encore. Et si vous êtes dans une perspective d'utiliser le podcast pour attirer des nouveaux prospects, pour construire une communauté, si vous n'avez pas de statistiques et pas d'infos sur qui est votre audience, ça peut poser des problèmes. Aussi, si vous avez comme objectif de sponsoriser votre podcast, c'est-à-dire de diffuser de la pub pour une marque en échange d'un certain forfait monétaire, si vous n'avez pas de statistiques fiables à lui proposer, ça sera moins facile de négocier un partenariat avec un sponsor. Un hébergeur payant, c'est Ocha. Je suis partenaire avec cet hébergeur pour un maximum de transparence. C'est un hébergeur que j'aime beaucoup parce que au niveau des statistiques, c'est vraiment carré. Mais aussi, il propose 2 choses super cool. C'est des outils pour faire la communication de son podcast, qui est l'étape d'après dont je vous parlerai. Et aussi un club avec tous les podcasteurs qui utilisent leur solution. Et ça permet vraiment de s'entraider, de discuter. C'est vraiment super chouette. Il y a un lien dans la boîte à outils si vous avez envie de regarder ces hébergeurs. Ensuite, étape numéro 5, il faut communiquer parce que l'erreur classique, c'est de se dire « Bon, c'est bon, j'ai enregistré mon podcast, il est diffusé, il est dans les applis. Maintenant, la magie d'Internet va faire les choses. » Non, la magie d'Internet marche parfois, mais dans la plupart des cas, ne marche pas. Il faut communiquer, il faut mettre en avant son contenu, faire de la promotion, mais aussi expliquer pourquoi il est utile, de quoi on va parler. Pardon. Faire du coup cette communication, c'est vraiment clé. C'est vraiment 50% du travail qui doit être fait sur la production, le fait de créer le contenu audio, et 50% sur la communication. Donc, c'est vraiment à ne pas négliger. Là, c'est des exemples un peu basiques que je vous donne sur la communication parce que j'ai conscience que je vous ai donné déjà beaucoup d'informations. Si vous avez envie de creuser ce côté communication, une fois que vous serez décidé à lancer votre podcast ou vous l'aurez déjà lancé, vous aurez envie de progresser, je vous invite à vous abonner à ma newsletter où je donne vraiment des conseils vraiment très précis, très concrets sur la communication parce que c'est vraiment quelque chose qui demande du travail, de la créativité et qui me passionne, comme vous pouvez le savoir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire sur les réseaux sociaux pour communiquer sur notre podcast? On peut créer des audio-clics. C'est qu'on va isoler un extrait audio de notre podcast et puis créer une animation pour donner à entendre avec une petite phrase, 2 petites phrases, donner envie d'aller écouter l'ensemble de l'épisode. On peut aussi isoler une citation phare en utilisant un visuel où vous utiliserez cette expression-là. Donc, il y a plein de moyens de communiquer sur les réseaux sociaux. 2 choses pour creuser ce côté communication. Regardez les podcasts que vous écoutez, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui ne vous plaît pas pour déterminer votre propre manière de communiquer et abonnez-vous soit à mon compte, soit à ma newsletter. Il y a aussi d'autres personnes qui en parlent pour travailler ce côté communication. Ce n'est pas l'objet de cet atelier de creuser la communication. Là, mon message, c'est vraiment de ne pas le négliger. Une fois que vous aurez
décidez de lancer votre podcast, de passer du temps à le creuser. Une boîte à outils pour du coup y aller. Pour moi, le top 5 des outils indispensables et qui sont, je les ai tous choisis gratuits, c'est donc du coup Canva pour créer les visuels, votre vignette de podcast. Vous pouvez utiliser Canva, aussi les visuels de communication. Iconzate, qui est une banque libre de droits de musique pour créer le générique de votre podcast. Audacity pour le montage et le mixage de vos fichiers son. Encore pour l'hébergement avec la réserve que je vous ai dit, mais en tout cas c'est gratuit. Sinon il y a Ocha et Headliner pour créer les clips audio dont je vous parlais pour la communication. J'ai aussi fait une sélection, une boîte à outils hyper complète. Il y a plus de 50 outils. Donc là, c'est vraiment pour vous permettre de tester plein de choses et de trouver les meilleurs outils qui vous correspondent, un peu quand vous serez lancé dans votre podcast ou si vous avez envie de creuser d'ores et déjà ce sujet-là. Je vous mettrai du coup, là il y a le lien de la boîte à outils. Je pourrais la mettre aussi dans le chat si vous avez envie d'y accéder. C'est vraiment pour un niveau un petit peu intermédiaire, après avoir vraiment être passé par les 5 étapes et les 3 questions, j'insiste, que je vous ai expliqué un peu avant. Voilà, c'est la fin de cet atelier. On va passer à la partie questions-réponses. Donc, vous pouvez me retrouver sur ma newsletter, mon Instagram ou sur LinkedIn. Et aussi mon podcast qui s'appelle Antipop, A-N-T-I-P-O-P, si vous avez envie d'avoir des conseils pour continuer à travailler ce sujet du lancement et du développement, surtout d'un podcast. Voilà, on a une demi-heure devant nous pour la partie questions-réponses. Donc, j'arrête le partage et puis je vous laisse la parole. Je ne sais pas si la responsable de l'atelier a vu des questions qu'elle aurait envie de me pousser. Alors oui, il y a quelques questions dans le chat. Alors, pour les reprendre dans l'ordre, est-ce que les podcasts sont monétisables? Est-ce que les podcasts... Tout à fait, c'est tout à fait monétisable. Il y a plusieurs axes de monétisation que je peux vous décrire maintenant. Le premier, le plus courant, c'est le fait de sponsoriser son podcast. Donc, c'est le fait de diffuser une publicité audio au début de son podcast, souvent, mais ça peut être au milieu, ça peut être à la fin également. Et cette publicité audio, elle peut avoir 2 formats. Un premier format qui est juste une publicité qui est enregistrée par la marque, que vous pouvez entendre par exemple à la radio. C'est un peu la même chose, le même principe. Donc ça, c'est avec votre hébergeur que souvent ça se fait. Il va du coup diffuser au sein de votre flux audio, donc avant votre podcast, une publicité avec une marque avec laquelle votre hébergeur a décidé de contracter. Ça, c'est le premier format le plus classique, vous avez déjà entendu, je pense. Et sinon, un deuxième format qui est plus qualitatif, qui est celui du host read. Je le mets dans le chat. Host read, donc c'est le fait de lire par le host, non lire par la podcasteuse en l'occurrence. C'est vous, avec vos mots de podcasteuse, avec votre voix de podcasteuse, vous allez parler d'un partenaire. Souvent, c'est un produit que vous utilisez déjà, un service que vous utilisez déjà. Et tant que host, vous allez expliquer pourquoi vous aimez cette marque, pourquoi vous aimez ce produit, en faire la publicité et puis inviter vos auditeurs et vos auditrices à découvrir cette nouvelle marque. Donc ça, c'est le host read. Et donc du coup, c'est 2 moyens de sponsoriser son contenu. Vous pouvez le négocier de 2 manières. Soit vous travaillez au CPM, c'est au coût par 1000. C'est-à-dire que la marque va vous verser un certain nombre d'euros pour 1000 écoutes sur votre podcast. Donc pour vous resituer, il y a des podcasts qui arrivent à atteindre 1000 podcasts 1000 écoutes par mois assez facilement au début, mais il faut déjà avoir une grosse communauté ou mettre en place un gros lancement. Atteindre 1000 écoutes, c'est déjà un palier pour une marque, pour un podcast, pardon.
Donc, au coût par 1000, c'est un contrat qu'on va faire quand le podcast est un peu plus installé, qu'on a une saison, 2 saisons, qu'on a réussi à réunir autour de soi une audience qui est assez engagée, qui est récurrente et donc du coup, envisager un coût par 1000. Ou aussi, vous pouvez négocier au forfait, c'est-à-dire qu'avec une marque avec qui vous entendez bien, vous allez dire, bah, quel que soit mon nombre d'écoutes, voilà, je veux bien diffuser avec vous le message publicitaire et ça sera X centaines d'euros, X milliers d'euros, à vous de voir comment est-ce que vous négociez. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail de combien c'est payé, etc., parce que ça dépend vraiment des projets, ça dépend de la marque de la personne, ça dépend du partenaire aussi avec lequel vous contractez. Mais voilà un petit peu comment on peut procéder pour la sponsorisation. Il y a aussi le fait de faire du crowdfunding, c'est de demander à votre audience de participer et donc du coup de vous dédommager financièrement pour le travail que vous faites. Ça peut se faire par des plateformes de crowdfunding. Donc ça, c'est aussi dans la boîte à outils dont je vous ai parlé. Je l'ai décrit les différentes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une Patreon, Tipeee, etc. Donc ça, du crowdfunding qui est récurrent. Donc tous les mois, les personnes s'engagent à donner 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros. Et en fonction de leur financement, vous allez leur proposer une contrepartie. Alors, est-ce que c'est d'accéder à une communauté privée? Est-ce que c'est un épisode spécifique de votre podcast qui est dédié seulement à votre communauté de financement participatif? Quoi d'autre? Est-ce que c'est, je sais pas, des réductions sur vos services? Voilà, il y a beaucoup de créativité qui est possible sur le financement participatif. Quoi d'autre? Vous pouvez aussi vendre des produits et des services grâce à votre podcast. Donc ça, c'est une démarche d'inbound marketing, c'est créer du contenu pour attirer des prospects à votre activité. Donc ça, c'est dans le cas, par exemple, de cette personne dont je ne me souviens pas le prénom, qui est sophrologue et hypnotiseur, qui du coup pourrait se servir de ce podcast pour vendre des services. Mais vous pouvez aussi, après avoir fait plusieurs saisons et créé une communauté, vendre des produits dérivés du podcast, un livre avec l'ensemble des entretiens. Ça peut être un événement, ça c'est une stratégie de diversification, ce qu'on appelle, qui du coup vous permet de créer des produits autour de votre podcast pour les monétiser. C'est quelque chose que, par exemple, le podcast Vénus s'épile-t-elle la chatte, qui est un podcast d'histoire de l'art. Elle vend des carnets dont elle a écrit un certain nombre de contenus, donc des petits carnets de notes, super beaux, illustrés et tout. Elle les vend à un certain prix et le prix de la vente de ces carnets lui permet de financer la production de sa prochaine saison, donc de rémunérer l'ingénieur son, de rémunérer elle-même son travail, etc. Voilà un peu les différentes stratégies de monétisation qui existent pour un podcast. C'est quelque chose auquel on peut penser dès le début, mais comme vous l'avez compris quand j'ai parlé des différentes pistes, c'est clé d'avoir vraiment créé une communauté autour de son podcast au préalable de la monétisation, parce que ça vous permettra de le monétiser plus facilement. Voilà, je ne sais pas s'il y a une autre question. Il y en a plusieurs même. Alors, j'ai une question d'Elena Rodriguez. Comment faire quand on a un accent dans la langue du podcast? Alors, merci beaucoup pour cette question. Je connais pas mal de podcasts avec un accent, notamment, je vais t'en citer plein. En fait, il y en a plein. Mélie de Passer et Composer. Mélie, elle est franco-libanaise, mais elle a grandi en Angleterre. Et donc, du coup, elle a un accent anglais quand elle parle français. Et son accent, c'était vraiment un gros sujet pour elle. Ça l'a vraiment complexée au début de son podcast. Et elle n'était pas à l'aise avec ça. Et en fait, un jour, elle en a parlé avec son audience, avec ses auditeurs. Et ses auditeurs ont dit, non, mais en fait, ça fait partie de toi, Méline. On adore ça. On aime bien ta façon de parler. On y fait même vraiment plus attention. Donc, mon premier conseil, c'est de se dire, ça fait partie de toi, en fait, ton accent, Elena. Et je peux comprendre que dans cet univers de l'audio, on a envie de perfection, de performance. On se dit, comment ça va se passer avec mon accent? En fait, ça peut très bien se passer. Il y a une autre
une autre podcasteuse avec qui je travaille. Elles sont 2 co-animatrices sur un podcast qui est sujet du bien-être et du sport. Et elles sont toutes les deux non francophones au départ, mais elles font le podcast en langue française. Et elles ont décidé de tout écrire parce qu'elles se sentent plus à l'aise avec ça. Et parce que improviser et parler de manière spontanée sur leur sujet, elles ne se sentaient pas à l'aise. Aujourd'hui, elles écrivent tout. Donc, si toi, tu as l'impression que ça pourrait t'aider à passer à l'action, Elena, de tout écrire, je t'encourage à le faire. Ensuite, dernier truc, si vraiment tu as envie de travailler sur cet accent et tu te dis non, j'ai vraiment envie de travailler sur cet accent, il y a des coachs vocaux qui existent. Arnaud Guillou notamment, qui est un génial coach qui intervient notamment dans mes programmes de formation, qui est adorable. Et lui, il pourra t'aider, si tu le veux, à jouer avec ta voix et pas gommer ton accent, mais faire en sorte que ton accent, il fasse vraiment partie de ton empreinte vocale. Mais ses références dans le chat. Arnaud Guillou. Voilà. J'espère que ça répond à ta question, Elena. Alors, une autre question de Rosangela concernant l'enregistrement des podcasts à distance. Oui. Comment, voilà. Ah, c'est un gros sujet, les podcasts à distance, exactement, parce qu'il y a un sujet de qualité du son. Donc, il y a un certain nombre de choses à faire si vous décidez d'enregistrer à distance, ce qui peut être très pratique parce que parfois, les gens qu'on a envie d'interviewer, ils ne sont pas à côté de nous et ça représente trop de temps ou trop d'argent de se déplacer. Donc, voilà un peu mes conseils pour bien aborder l'enregistrement à distance. Le premier, c'est de bien envoyer des consignes à votre invité sur les conditions dans lesquelles il doit enregistrer. Donc, faire en sorte d'être dans une pièce où il n'y a pas trop d'écho, donc une pièce un peu cosy, se mettre devant une penderie ouverte avec plein de vêtements à l'intérieur, ça va diminuer l'écho. Donc, vraiment les conditions d'enregistrement sur un canapé avec plein de coussins autour, etc. Voilà. D'avoir un kit main libre, comme ça, un kit main libre tout con, de iPhone. Surtout pas un kit main libre Bluetooth parce que ça fait des interactions avec le son. Donc un kit main libre filaire pour avoir un micro près de sa bouche et d'avoir du coup un son plus de proximité et pas qui résonne dans toute la pièce. Pour la qualité du son aussi, c'est demander à votre invité d'avoir de quoi boire à côté, de ne pas boire du café avant, mais de boire de l'eau ou un jus de pomme. Ça évitera les bruits de bouche de son côté. D'ailleurs, moi j'ai beaucoup parlé, si vous le permettez, je vais prendre une petite gorgée de thé. Donc, de boire pour éviter les bruits de bouche, de couper toutes les notifications de ton côté, de votre côté en tant que podcasteuse, mais aussi du côté invité. C'est fait partie de la checklist avant de commencer l'interview. Est-ce que tu as coupé tes notifications, je ne sais pas, Facebook, Instagram, WhatsApp, je ne sais pas, mais de ton ordinateur et de ton podcast, de ton téléphone, pardon, de le mettre en mode avion surtout. Quoi d'autre? Et si vous pouvez vous le permettre en termes d'organisation, et c'est un petit coup, d'acheter un micro cravate ou un micro spécifique pour votre invité et de l'envoyer par la poste. J'ai une amie podcasteuse cliente qui a fait ça pour son podcast qui s'appelle Derrière les sourires et elle a un super contenu de qualité au niveau audio et on n'entend pas que c'est à distance, donc c'est vraiment c'est un petit investissement, mais voilà. Vous avez remarqué, je vous donne toujours des trucs gratuits et si vous avez envie d'investir, voilà ce qui est possible facilement. Autre question, mais ça rejoint un peu... Pardon, j'ai oublié pour l'enregistrement à distance, il y a les logiciels. Vous pouvez utiliser du coup Zencastr ou Squadcast. C'est aussi dans la boîte à outils. Je vous le mets dans le chat parce que c'est pas forcément facile. Zencastr, Squadcast. C'est un peu comme Zoom, mais c'est plus adapté au podcast et du coup, ça enregistre la conversation. Ça vous permet de télécharger facilement le MP3, etc. Ah, j'ai mal écrit Squadcast. Voilà.
Vous les retrouverez dans la boîte à outils, de toute façon. Donc, c'est des logiciels qui vous permettent d'enregistrer la conversation et en même temps d'avoir de la visio parce que du coup, ça permet de ne pas se couper la parole. Mais vous pouvez aussi le faire par Zoom en enregistrant comme ce qu'on fait là aujourd'hui et ensuite de récupérer le fichier MP3. Ce qui peut être chouette aussi, c'est que vous faisiez un backup, donc un enregistrement de sauvegarde grâce à votre enregistreur, si vous en avez un, ou grâce à Audacity, si vous l'avez téléchargé sur votre ordinateur. Ça vous permettra, si le logiciel plante, ça arrive toujours, d'avoir une version de sauvegarde. Voilà. Voilà pour le sujet de l'enregistrement à distance. Je suis prête pour la prochaine question. Super. Alors, la prochaine question rejoint un peu ce que tu viens aussi d'expliquer. C'était sur tes préconisations pour éviter les bruits de fond quand tu as uniquement ton smartphone. Les bruits de fond, c'est dans le cas où... est-ce que la personne qui a posé la question peut ouvrir son micro et me préciser? Est-ce que c'est parce qu'on est dans la rue ou c'est de quel bruit de fond il s'agit? Julie Anani, la question venait de vous. Est-ce que vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro pour donner un peu plus d'explications, de précision pour la question? Bon, je vais répondre. Donc, s'il s'agit des bruits de fond, normalement, si on est dans un environnement qui est calme, donc avec les conditions dont je parlais, au calme, sans bruit de notification, sans bruit de travaux à côté, sans chien qui aboie, et ben, normalement, avec le smartphone, ça devrait aller. Et le fait de positionner son smartphone comme ça, pas au niveau de la bouche, mais en dessous du menton, comme ça fait qu'il y a une meilleure résonance et il y a moins de bruit de bouche. Voilà. Merci beaucoup. Ensuite, on a une question sur la durée moyenne d'un podcast pour qu'il soit attrayant et non ennuyant. Alors, moi, j'ai une façon un peu diverse de répondre à cette question, c'est-à-dire que aujourd'hui, la recommandation, c'est que le podcast il fasse aux alentours de 20 minutes parce que c'est la durée moyenne d'écoute des auditeurs. Donc, autour de 20 minutes. Et il y a aussi un sujet, je crois, une étude scientifique qui montre que on a une durée d'attention de 20 minutes et pas plus. C'est pour ça aussi que les TEDx, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils se font toujours aux alentours de 17-18 minutes, les conférences TEDx. Et donc, c'est un peu la même recommandation pour les podcasts d'être aux alentours de 20 minutes. Mais parfois, on n'a pas envie de tenir en 20 minutes parce qu'on a envie de plus parler. C'est le cas de podcasts qui sont hyper longs. Génération Do It Yourself, c'est un podcast qui est extrêmement, qui rencontre énormément de succès. C'est des conversations avec des entrepreneurs et des entrepreneuses. Il peut y avoir des conversations de 2h30, 3 heures. C'est complètement hors des recommandations. Donc moi, ma façon de répondre à cette question, c'est de dire qu'il n'y a pas de durée maximum, il y a un intérêt et il y a une valeur qui est transmise dans l'épisode. Si vous parlez 3 heures pour parler 3 heures, mais qu'il n'y a pas de valeur tout le long de l'épisode, la personne, elle va décrocher, elle va passer à autre chose. Si vous construisez bien votre contenu, vous faites en sorte qu'il soit très fouillé dans le fond, ou soit très rigolo, vous travaillez sur le suspense, sur le procédé narratif pour dire première étape, et là, tu ne sais pas ce qui s'est passé, etc. Donc, travailler sur ce côté storytelling, 3 heures, ça peut passer vraiment très vite. Donc, voilà un peu ma façon de répondre. La recommandation serait de faire 20 minutes, autour de 20 minutes, 30 minutes. C'est un peu la phase de temps dont disposent les gens aujourd'hui, apparemment. Mais l'attention doit, pour moi, d'abord se concentrer sur la qualité du contenu plutôt que sur la durée. Parce qu'il y a des podcasts de 20 minutes qui ne sont pas intéressants et que les gens n'écouteront pas. Il y a des podcasts de 3 heures qui sont hyper intéressants, que les gens écouteront systématiquement. Ensuite, j'ai beaucoup de questions sur ton podcast, ta boîte à outils. Les gens demandent le lien Oui, pour y accéder. oui. On vous mettra tout ça de toute manière. On vous résumera tout ça ensuite par email s'il y a besoin. Tout à fait. Et dedans, alors j'ai... Et en Pardon? description du replay aussi, comme ça, les gens Oui, qui regardent en replay pourront y oui, accéder. oui, bien sûr. Tout ça, ce sera partagé. Trop bien. Une marque de micro-cravate. Je ne sais pas si c'est, les marques que tu conseilles sont peut-être dans ta boîte à outils.
Il n'y a pas de marque de micro-cravate dans ma boîte à outils pour la simple et bonne raison qu'en fait, il y a tous les budgets et il y a vraiment tous les types de micro-cravates. Quand j'en dis, donc, de deux manières, faites en fonction de votre budget. Moi, quand j'en discute avec des ingé son, ils me disent franchement, les micro-cravates, il y a vraiment de tout et de n'importe quoi. Donc, c'est vraiment en fonction du budget. Plus on payera cher un micro, plus on aura un son de qualité. Mais déjà, d'avoir un micro-cravate, ça fera une différence. Donc, de toute façon, si vous investissez même un petit peu, ça fera une différence. Donc, première façon de répondre. Deuxième façon de répondre, demandez conseil à un ingé son. Pour pas très cher, un ingé son, il peut se poser une demi-heure, une heure avec vous, dire c'est quoi votre setup, c'est quoi votre matériel, votre type de podcast, vous donner des conseils hyper utiles pour avoir une qualité de son qui sera vraiment de qualité. Donc ça, c'est vraiment avoir les conseils des experts. Et dernièrement, demandez aux podcasteurs et podcasteuses autour de vous ce qu'ils utilisent. Selon leur expérience, ça vous permettra d'avoir. Moi, je n'ai pas de recommandation de micro-cravate, j'en utilise pas, donc je ne peux pas en recommander moi. Et autour de moi, il n'y a pas de consensus sur tel micro-cravate, il est vraiment génial. Il y a vraiment, les gens disent, j'ai juste tapé sur Amazon, j'ai acheté un micro-cravate et puis j'en suis content. Donc, voilà pour ne pas trop se prendre la tête sur le sujet du micro-cravate. J'ai une question de Marie. En dehors de Spotify, où écoute-t-on des podcasts? Peut-on les mettre sur son site, son blog, une chaîne YouTube? Alors, Spotify et Apple Podcasts sont les deux plateformes majoritaires sur lesquelles on écoute des podcasts aujourd'hui. Mais il y a aussi Deezer qui existe et même sur Internet. Si vous faites les auditeurs, parfois, ils font une recherche, la meilleure manière de ils vont tomber sur un podcast et ils vont l'écouter sur, du coup, la page de votre hébergeur. Mais mon conseil, c'est de le diffuser dans un maximum d'endroits. Donc, votre hébergeur, l'hébergeur que vous choisirez vous donnera la possibilité de diffuser sur Apple Podcasts, Spotify, sur Deezer, il y a plein d'autres plateformes un peu secondaires. Donc, si vous avez le choix, dites oui. Il faut activer la diffusion dans un maximum d'écoute. Ça permettra de rassembler un maximum d'audience à la fin. Et ensuite, sur vos propres canaux de communication, si vous avez un site, oui, créez une page pour présenter votre podcast et après, idéalement, une page par épisode pour dire de quoi vous parlez, pourquoi c'est important et mettre le player. Donc, c'est un petit player que vous proposera votre hébergeur. Ocha le fait notamment. Sur votre blog aussi et aussi sur une chaîne YouTube. C'est pas les mêmes publics qui se trouveront sur YouTube, c'est une cible qui soit plus jeune, soit plus vieille, mais il y a certains podcasts qui se font connaître par YouTube. Donc vraiment mon conseil c'est de faire de l'hyperdiffusion sur toutes les plateformes qui existent, mais aussi sur tous vos canaux de communication actuels. Il y a d'autres questions concernant les podcasts? On a encore on a encore un petit peu de temps. Il y avait aussi une question sur il Bien y a une question sur le référencé. référencement du podcast, faire connaître son podcast. Alors, je vois que Marie-Ange posait plusieurs fois la question des bruits. Je me permets d'y répondre. En fait, si vous décidez d'enregistrer dans un environnement bruyant, il y aura du bruit autour de vous. Donc, c'est à vous de décider soit d'enregistrer en intérieur, où il n'y a pas de bruit, soit si c'est obligé de le faire dans la rue, et ben vous les intégrez, ces bruits de rue, dans votre identité sonore. C'est le cas, par exemple, des documentaires qui vont, du coup, faire des prises de rue, des prises de son dans la rue. Et du coup, il y a une approche un peu immersive et moins peut-être intimiste. Voilà. Pour le référencement du podcast, du coup, il s'agit du SEO, Samira, juste pour être sûr que c'est bien ça ce que vous voulez dire par référencer. Oui. Alors, donc, pour bien référencer son podcast, il y a le fait de le faire diffuser sur les plateformes, parce que du coup, Apple Podcast, notamment, bénéficie d'un bon référencement naturel. Donc, du coup, le diffuser sur les plateformes, ça fait que si on tape le nom de votre podcast, qui ressortira dans les premiers résultats de Google.
Après, le fait de référencer son podcast, on peut aussi choisir de vouloir référencer les contenus sont liés au podcast. Donc, je parlais par exemple de créer du contenu sur son site internet ou sur son blog, sur son podcast. Ça, on a tout intérêt à le faire parce que du coup, on redirige le trafic, non pas vers Apple Podcast, mais vers notre site internet. Et si on a comme stratégie de vendre des services ou de se faire connaître en tant que professionnel, on a tout intérêt que les gens qui font des recherches sur Google soient redirigés, le trafic soit redirigé vers des canaux de communication que vous maîtrisez. Donc, pour ça, il va falloir mettre en place une stratégie SEO qui est du coup de créer une page podcast et après de créer une page par épisode en faisant en sorte de bien choisir des bons mots-clés dans le titre de votre épisode, donc des mots-clés qui ont des potentiels de recherche qui sont forts, qui sont potentiellement recherchés par des requêtes sur Google, et ensuite de travailler la structure de la page de votre blog avec toutes les recommandations classiques de SEO en mettant des titres, des H1, des H2, donc des différents styles de titres, en rédigeant du contenu qui soit riche et qui soit du coup non présent sur d'autres plateformes, c'est-à-dire du contenu qui soit exclusif pour votre blog. Donc pour ça, vous pouvez utiliser un outil de retranscription, c'est le fait de transformer de l'audio en texte. Il y en a dans la boîte à outils, ça s'appelle par exemple Happy Scribe, c'est payant, qui va du coup prendre votre fichier audio et créer un texte. Et donc vous pouvez choisir des paragraphes de votre épisode et le mettre sur votre blog, ce qui va créer du contenu riche et en lien avec l'univers sémantique, les types de mots-clés que vous avez envie de viser avec votre podcast. Voilà pour en quelques mots sur le SEO, mais ça pourrait demander des heures et des heures de développement, mais on n'a malheureusement pas le temps. Ensuite, il y a une question de Julie. Combien de temps à peu près il nous faudrait pour lancer son podcast si on a déjà notre contenu? Ça peut se faire en quelques jours si tu es très motivée, Julie. Pour moi, la question, c'est pas en combien de temps on peut lancer son podcast. Ça peut se faire du jour au lendemain. Je vois des gens qui ont pris une décision le lundi et le mardi, c'était lancé. Pour moi, l'enjeu, c'est de se dire combien de temps on dédie chaque semaine pour faire vivre son podcast. Parce que le lancer, faire un épisode, 2 épisodes, 3 épisodes, ça peut être assez rapide, mais après se dégager du temps chaque semaine pour continuer à créer des nouveaux épisodes, pour continuer à créer du contenu pour communiquer autour, et ben c'est vraiment ça l'enjeu. Donc moi, c'est la question que je te poserais, c'est combien de temps par semaine tu es prêt à dédier à ton podcast et de fixer, si possible, un créneau pour te dédier spécifiquement dans ton emploi du temps à la production, à la communication de ton podcast. Et ça dépend aussi de la fréquence, c'est-à-dire que le podcast que tu vas décider de faire, peut-être que ça sera un épisode tous les jours, un épisode par semaine, un épisode tous les mois, selon la quantité de contenu que tu veux publier et la fréquence, eh ben, ça ne demandera pas la même chose. Donc, pour que tu puisses avoir une réponse précise à ce sujet, n'hésite pas à contacter des podcasteurs et podcasteuses que tu connais, demander combien de temps tu peux y dédier. Ça peut être entre une demi-journée et 2 jours par semaine, selon aussi le niveau de qualité, le temps de montage qu'on va dédier, l'effort de communication qu'on va mettre en place autour de son podcast. Et du coup, ça me fait une transition avec la question de Marie-Ange que je vois. Est-ce qu'un post par semaine, c'est suffisant? Si c'est ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est bien. Mais c'est vrai que le plus on communique sur ces projets, le plus on a de la visibilité. En plus, il y a le sujet des algorithmes qui demandent toujours plus, toujours plus. Donc, un post par semaine, ça sera déjà un minimum qui sera bien. Et si tu arrives à le tenir, ça sera bien. Mais de commenter, c'est mieux quand même de communiquer sur son podcast plusieurs fois par semaine, 2, 3 fois, ça serait bien. Je parle d'Instagram, il y a aussi les stories sur Instagram et il y a aussi, selon sa cible, on ne va pas choisir le même réseau social, Instagram, LinkedIn
ou une newsletter. Il y a des podcasts qui utilisent que des newsletters. C'est vraiment quelque chose que je recommande, la newsletter, parce que ça permet, c'est assez similaire au podcast. C'est un média qui est slow, qui est dans l'intimité, qui est dans la connexion. Et donc, selon ce que tu vas décider de faire, et selon ta cible et le réseau social qui va être choisi et pertinent pour ta cible, il y aura des codes différents. Sur LinkedIn, par exemple, c'est OK de poster qu'une fois par semaine, mais sur Instagram, c'est un peu moins les règles que disent l'algorithme. Mais moi, j'ai toujours l'habitude de dire, de faire du mieux qu'on peut, faire avec le temps qu'on a. Ce qui est important, c'est la régularité, c'est de tenir sur la durée. Au début, il y aura beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à apprendre. Ça paraîtra une montagne. Et en fait, se dire, je fais un minimum et je le fais bien, je le fais régulièrement. Il y a une montée en compétences qui se fait, on devient de plus en plus rapide, de plus en plus efficace. Et là, on peut envisager de faire peut-être 2 posts par semaine et pas un post par semaine parce qu'on a pris ses marques. Donc, d'y aller petit à petit. Voilà. Merci. Question suivante. Euh, sur la fréquence des postes de... Je, Alors, je viens de dire. ah, pardon. Désolée. Sur les formats d'épisodes. Les formats d'épisodes, il y a plein de formats qui existent, donc interview, épisode solo. Moi, je dirais c'est en fonction de ce qui vous amuse. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin de se nourrir de l'échange avec les autres, peut-être plus dans une personnalité extravertie, peut-être l'interview sera plus facile. En plus, l'interview, ce qui est cool, c'est qu'on a un invité qui peut relayer l'épisode aussi, donc ça fait un relais de communication. Si on a envie d'être plus libre, on est peut-être plus introverti, une chronique solo, ça peut être très bien parce que là, on est face à son micro, on s'occupe de personne d'autre que de soi-même. Donc, c'est vraiment en fonction de ce qui vous plaît et de ce qui est pertinent aussi par rapport à la thématique et à vos objectifs surtout. Si votre but, je donne 2 exemples, si votre objectif, c'est de rencontrer du monde, les interviews semblent pertinentes puisque grâce aux interviews, vous allez rencontrer des gens. Si votre but, c'est de montrer votre expertise, les chroniques solo, ça sera aussi pertinent parce que du coup, vous pourrez développer vos compétences, votre expérience et votre personal branding. Donc, c'est vraiment par rapport aux questions indispensables que je vous ai listées. C'est vraiment clé d'avoir répondu à ça parce que tout découle de ces questions-là. Ensuite, il y a une question de Julie très spécifique concernant son projet. Je suis dans la vente de cosmétiques coréens en ligne. Comment bien choisir le sujet de son podcast? Eh bien, toujours, je te renvoie à tes objectifs. Pourquoi tu veux faire ce podcast? C'est quoi? Qu'est-ce qui te motive dans le fait de faire ce podcast? Euh, pourquoi, euh, pourquoi c'est utile de faire ce podcast? Et en quoi tu vas avoir un retour sur investissement? Est-ce que c'est parce que tu veux attirer des gens sur ta boutique en ligne, ou est-ce que c'est parce que tu veux rencontrer d'autres acteurs des cosmétiques, parce que tu te sens un peu seul au jour le jour dans ton projet entrepreneurial? Voilà, objectif toujours, toujours, toujours. Et de quoi a besoin ta cible? Est-ce que les gens connaissent bien les cosmétiques coréens? Au contraire, il y a vraiment quelque chose à creuser sur le sujet, une information à délivrer. Donc vraiment, toujours les 3 questions indispensables. Ce n'est pas pour rien qu'elles sont indispensables, c'est que c'est clé. Si on ne répond pas à ces questions, on risque de prendre les mauvaises décisions. Voilà. Je terminerai là-dessus parce que je vois que notre heure et demie est terminée. Effectivement. J'ai été ravie, franchement, de discuter avec vous. J'espère que ce webinaire, parmi les 32 personnes qui étaient présentes avec nous, ça vous a motivé. Je serais curieuse que vous me disiez dans le chat ce que vous en pensez. Je vois que c'était passionnant, intéressant. Je suis contente que ça vous ait intéressé. N'hésitez pas à vous lancer. C'est jamais une aventure qu'on regrette, un podcast. Ça apporte énormément, énormément. Vraiment, ça vaut vraiment le coup. Et je vous engage à vraiment passer à l'action si c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur. Je vous souhaite une très bonne après-midi et n'hésitez pas à venir me contacter sur les différentes pistes que je vous ai données, LinkedIn, Instagram ou ma newsletter. Si vous avez envie, moi j'aime bien discuter avec des podcasteuses, c'est vraiment ma passion. Donc n'hésitez pas. Et Merci merci à beaucoup. Social Builder de m'avoir invitée, j'étais trop contente. Merci beaucoup Anne-Claire pour cet atelier passionnant. Et on enverra toutes les informations, on postera et on publiera tout ça, vous inquiétez pas.
Un grand, grand merci pour cet atelier de très grande qualité. À très bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.